Ok. On arrive peut-être à un moment de la matinée où on peut prendre des questions. On imagine que les uns et les autres, vous avez des questions, des réflexions, des Oui, commentaires. Donc, la parole est à vous. Je pense que Bien. la consigne, c'est que vous ouvriez votre micro et que vous preniez la parole. Je pense qu'on n'est pas très nombreux. Donc, En vous présentant peut-être voilà. pour qu'on… il y a déjà, Oui. si je peux me permettre, il y a déjà sur le chat des questions qui sont arrivées. Et donc, je vais vous les proposer, mais bien sûr, il n'y a aucun problème pour ouvrir son micro et échanger, hein. C'est ce à quoi on va consacrer la dernière demi-heure qui reste de cet atelier. C'est vraiment que ces ateliers soient interactifs et on est là pour, pour nourrir ces échanges. Donc, il y a Pauline Ponbert de Haut et Rivière qui nous pose la question suivante. Comment ces études se placent face aux grands modèles, entre parenthèses le GIEC, seront-elles prises en compte par ces modèles? Donc, ces études sont-elles déjà prises en compte pour le terrain, exemple sur la révision des niveaux de référence, débit d'étiage, niveau d'alerte? Voilà la première question. Oui, il y a plusieurs questions emboîtées. Donc, tout d'abord, ce qu'a présenté Ronan, en fait, c'est une déclinaison locale des grands modèles qui sont ceux utilisés par le GIEC, qui sont en fait développés par un certain nombre de laboratoires qui, depuis une trentaine d'années, fabriquent des grands modèles, les rendent de plus en plus performants. Et donc, ces différents modèles convergent aujourd'hui et ça donne une espèce de grille. Et au fur et à mesure, on arrive à avoir une déclinaison locale qui est de plus en plus précise. Donc ça, c'est la première démarche, qui est une démarche descendante, on va dire. Et est-ce que ce que nous, on est en train de faire, est-ce qu'à un moment donné, ce sera repris à une échelle plus globale? Donc là aussi, la réponse est oui. Globalement, les modèles qu'on fait aujourd'hui, et comme le disait Jean Raynal, on n'est pas les seuls à travailler sur cette question, bien évidemment. Donc, on essaie de les agréger au niveau national. Et le territoire breton, il a certaines spécificités en termes de réservoirs et donc en termes de fonctionnement. Et donc, on est un peu les spécialistes de ce type de réservoir. Donc, au niveau national, il y a différentes équipes qui modélisent le territoire de façon à ce qu'on puisse avoir à la fin un outil qui soit un outil national qui permette aux gestionnaires d'avoir une vision locale la plus précise possible des scénarios futurs et donc des disponibilités au niveau de la ressource en eau. Et sur le troisième point sur la question, donc pour l'instant, on en est au premier résultat en termes de débit dans les rivières. Et donc, pour l'instant, ça n'a pas encore été utilisé, mais c'est clairement une des questions qui nous est posée, notamment par les services d'assainissement, sur la disponibilité en eau dans les rivières aussi pour les écosystèmes, donc qui est vraiment un point d'équilibre à préserver. Et on a travaillé notamment sur le fait d'adapter nos modèles à cette question particulière des débits pendant l'étiage. Et donc, sans rentrer dans les détails, hein, d'habitude, les modèles sont surtout calés, contrôlés par la partie souterraine. Et là, on a développé une méthode pour essayer de les rendre le plus juste possible par rapport aux écoulements de surface, et notamment les écoulements qui sont les moins pérennes. Donc, ce sera un outil qui va justement avoir vocation à être utilisé sur ces périodes de débit minimum. Et je m'autoriserai, Luc, si tu le permets, à compléter peut-être sur cette notion de partage. Vous l'avez compris, c'est de la recherche publique, commandée par des entités publiques et réalisée par des laboratoires publics. L'idée, c'est aussi de mutualiser ça au sein de nos réseaux. Alors, bien sûr, il y a le monde universitaire avec ce qui existe déjà en termes d'échange entre les différents laboratoires, mais voilà, juste apporter la précision, que ce soit la collectivité ou que ce soit la SPL, nous sommes partenaire de beaucoup d'autres entités qui font exactement les mêmes métiers que nous à l'échelle nationale, le tout regroupé dans une fédération qui s'appelle France au public. Et à travers cette fédération, l'objectif, c'est bien de mutualiser nos résultats. Il y a 15 jours, il y avait le Carrefour des gestions locales de l'eau à Rennes, au cours duquel nous avons présenté un état d'avancement
de cette chaire eau et territoire. L'idée, c'est bien d'être en réseau parce que, comme le disaient Jean-Reynald et Luc à l'instant, tout le monde aura le problème. Ce dérèglement ou cette évolution, elle est non seulement nationale, mais elle est même mondiale. Et donc, l'idée, c'est bien d'utiliser la puissance publique et l'investissement qui est porté sur ces recherches pour la mutualiser entre les opérateurs et entre les collectivités. Voilà. On va peut-être prendre la deuxième question, Sophie. Oui, et je me permettrais juste de compléter. En fait, c'est tout à fait l'esprit dans lequel avance la Fondation Rénin. L'idée, c'est de répondre à des grands enjeux et de les mettre en commun. Et c'est l'esprit aussi de ces ateliers, d'être sur le partage. On croit vraiment en l'intelligence collective. Hein. Au sein de nos laboratoires académiques, il y a des pépites, il y a des expertises. Et l'idée, c'est de les utiliser avec l'apport de nos partenaires. Et c'était vraiment, je vous remercie tous pour votre témoignage ce matin parce qu'on voyait bien les apports très complémentaires des uns et des autres. Donc sur le chat, je ne vois pas d'autres questions. En revanche, je vois qu'il y a plusieurs membres de la Fondation Rénin qui sont connectés, à qui je donnerai bien la parole. Notamment Monsieur Sodjo de l'entreprise ICEMA. Est-ce que vous voulez réagir? Pour cela, oui, bonjour. votre micro. Ouais, bonjour. C'est bon, vous m'entendez? Oui, très bien. Bon. Oui, merci pour tous ces éclairages. Oui, j'ai vraiment retenu cette vision à 360 degrés, si je puis dire. Peut-être pas en degrés de temps, peut-être pas en température, parce que ça va augmenter trop, mais vraiment une vision large et cette interaction entre les milieux et la ressource en eau. Je crois que vraiment le cœur en tous les cas, un des points sur lesquels je pense que la recherche doit poursuivre ses activités, son travail, c'est justement sur cette interaction milieu, et je pense notamment aux zones humides, je pense aux cours d'eau et à leur interaction avec leur nappe alluviale, si on peut l'appeler comme ça, en tous les cas, les parcelles avoisinantes, avec toute la problématique que ça pose en termes fonciers, en termes d'activité, en termes aussi de revenus possibles pour le monde agricole, parce qu'il ne faut pas l'oublier, quand on parle d'une augmentation de la population en Bretagne aussi conséquente, le volet foncier est loin d'être négligeable, y compris et surtout pour le monde agricole qui déjà va perdre un peu de sa capacité avec l'urbanisation. Il ne faudrait pas que les mesures qui semblent nécessaires de prendre en termes d'optimisation du fonctionnement des milieux aquatiques soient trop impactants pour leur activité. Donc, il y a un vrai travail de concertation, d'échange à faire sur cette thématique de la ressource en eau, à la fois sur le plan effectivement qualitatif et quantitatif. Ce que je pouvais apporter comme témoignage, ou en tous les cas comme point de vue. Je ne sais pas si vous souhaitez d'autres éléments. Tout à l'heure, on n'a pas, je ne sais pas si vous m'entendez, Pauline posait la question de savoir si on avait commencé à utiliser ces données pour les intégrer dans les arrêtés préfectoraux sécheresse. Là, à date, c'est sans doute prématuré, mais on essaye, Pauline, de faire remonter à la DDTM dans le cadre, par exemple, là, il y a un arrêté qui va être révisé par le préfet. Bien évidemment, nous, on fait remonter l'historisation qu'on fait, c'est-à-dire voilà, simplement le fait que chaque année, on regarde quelle est la dynamique, par exemple, du barrage de la Chaise-Canu, on regarde au cours de toutes les semaines de l'année quel est son niveau de remplissage et quel est son niveau en été de vidage. Et donc, fort de ces éléments-là, on sait qu'on a des années qui sont des années historisées, qui sont des années de crise. Par exemple, on sait qu'on a eu récemment la séquence 2016-2017. En 2003, on a eu une année aussi singulière. Donc, en fait, ces éléments-là, déjà, c'est l'outil qu'on utilise pour donner des éléments à la DDTM et dire, bon, ben, cette année, au regard de la situation, on est sur un profil qui ressemble à l'année 2016-2017 ou on est sur un profil qui ressemble à une année normale. Et donc, bien évidemment, dans la classification de vigilance, alerte, crise, on a utilisé cette historisation. Tout le défi maintenant, c'est de réussir en termes de probabilité de modélisation, d'être de plus en plus pertinent sur l'idée de dire, bah là, vraiment, la situation au mois de mars, elle est celle-là. Au regard de ce qu'on a modélisé, on pense vraiment qu'au mois d'octobre, on sera à telle situation et peut-être en difficulté ou peut-être pas en difficulté. Mais l'idée, c'est effectivement, à un moment donné, d'avoir vraiment des outils dynamiques d'aide à
d'aide à la décision, mais pas sur des pas de temps interannuels, mais peut-être sur des pas de temps mensuels quand on est dans une année où on doit gérer une météo particulière. Donc, nous, c'est l'ambition qu'on a. Je ne sais pas si les modèles nous permettront d'aller jusque-là, mais c'est l'ambition qu'on a. Et bien évidemment, d'aider les autorités préfectorales à prendre les bonnes décisions avec les éléments qu'on pourra leur remettre. Oui, tout à fait. Je peux juste ajouter que c'est pour nous extrêmement intéressant, Johanna le disait, hein, le fait de travailler comme ça en partenariat. Nous, ça amène des questions qu'on n'aurait pas forcément formulées, mais qui sont réellement compliquées d'un point de vue scientifique. Donc, réussir à avoir une vision dans 20-30 ans de qu'est-ce qui va se passer certaines années précisément et est-ce que ça va revenir fréquemment ou pas, pour avoir une vision à l'échelle mensuelle et sur des milieux fragiles comme les zones humides, comme c'était précisé tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est un véritable défi. Mais clairement, les outils sur lesquels on travaille, ils ont cette vocation-là, c'est-à-dire essayer d'apporter des réponses le plus précis possible, à la fois dans le temps et dans l'espace, pour gérer ces situations de crise et leur impact sur les milieux qui vont être les milieux les plus fragiles. Donc, pas seulement raisonner à une échelle globale, qui est importante, hein, on l'a dit, pour construire les scénarios d'approvisionnement, mais aussi voilà, gérer des questions sur des aspects un petit peu plus fragiles, ce qui évidemment est plus complexe d'un point de vue scientifique, mais c'est tout l'intérêt justement de cette interaction. Et pour finir, peut-être la réponse pour être dans le très concret, sans doute les auditeurs le savent, il existe au sein de l'Ille-et-Vilaine un syndicat départemental de l'eau qui a pour vocation à avoir une photo macroscopique du département et essayer d'assurer les secours entre les territoires. On évoquait en introduction tout à l'heure, l'eau du bassin rennais, c'est un peu plus de 500 000 personnes, 510 000, qui sont des consommateurs sur le périmètre des 72 collectivités communes qu'évoquait Laurent. Mais la question qui se pose aussi se pose pour nos voisins. Et donc, l'idée, c'est aussi, à travers ces travaux que nous menons, nous, d'avoir un outil d'aide aussi, alors non seulement vers les services de l'État, hein, concernant la gestion des ressources, mais aussi dans la décision départementale de secours. Il est arrivé par le passé, et dans les deux sens d'ailleurs, il est arrivé que nos collègues voisins du territoire de la collectivité aient besoin d'un export d'eau, quelques centaines de milliers de mètres cubes d'eau, donc c'est assez important, ça prend des proportions parfois très importantes. Et il est important aussi qu'à travers cet outil à terme, non seulement on ait une aide à la décision sur la gestion de nos propres ressources pour nos besoins, mais aussi qu'on soit en capacité de mesurer le risque ou à l'inverse, de se rassurer en se disant qu'on va pouvoir secourir tel ou tel territoire ponctuellement qui aurait lui-même des difficultés. Donc cet outil, alors c'est vrai que en tant que demandeur et solliciteur sollicitant de ce travail, on a beaucoup d'exigences. On verra si cet outil permet de répondre à toutes ces demandes. Je vois Ronan qui fronce les yeux là-bas, donc peut-être qu'on lui met un peu de pression là, à travers cette matinée, mais l'idée, c'est ça. C'est vraiment, et je pense qu'on l'a bien compris, à la fois une vision longue, le pas de temps long pour prendre des décisions qui relèvent de la maîtrise d'ouvrage et donc potentiellement de l'investissement. Construire une usine d'eau entre le top départ et l'inauguration d'une usine ou construire des réservoirs, ça se compte en années, minimum en années. Et l'instantanéité, j'y reviens, nous, c'est tous les jours, donc en tant qu'opérateur. Donc il faut qu'on essaie de trouver à travers cet outil-là la capacité à répondre à ces deux échelles, ces deux pas de temps, et mettre ça à disposition des collègues producteurs d'eau. Donc, je laisserai bien la parole à Alain Lostis, qui l'a demandé. Alain, qui est membre de la Fondation Rennin, peut-être je te laisse te présenter et puis poser tes questions, Alain. Oui, bonjour. Bonjour Sophie, oui. Oui, je suis adhérent de la Fondation Rennin depuis presque son début, je crois, ou la deuxième année. Je suis consultant en développement d'entreprise dans le développement durable. J'ai co-créé une entreprise dans l'assainissement écologique des eaux usées. Moi, je veux réagir parce que je trouve que ce sujet qui nous concerne tous a été très clairement exprimé. C'était vraiment très, très riche. C'est intéressant parce que je me suis intéressé à la météo depuis 30 ans avec mon premier travail où je relevais les températures tous les jours.
C'est la base de tout, hein, comme vous l'avez indiqué. Aujourd'hui, ce sujet, il concerne tout le monde pour l'agriculture, l'urbanisme, mais aussi les zones humides, la production d'eau potable, l'assainissement. Alors certes, ça doit concerner la recherche, les collectivités qui en ont pris conscience, c'est bien. Pas oublier les entreprises, parce qu'elles sont aussi des acteurs très importants de la mise en œuvre des solutions. Et j'ai bien aimé ce que M. de Drezy a dit, qu'il fallait maintenant porter la connaissance du monde, la connaissance au monde des partenaires, si j'ai bien compris. Moi, ce que je vois, c'est que les partenaires sont très, très nombreux dans le domaine de l'eau. Et il me semble qu'aujourd'hui, il faudrait passer à partager cette volonté d'agir, chacun dans sa structure, mais chacun aussi au-delà de sa structure, pour l'intérêt commun bien compris de tous pour ce sujet. C'est tout. Je pense qu'on va tous être assez d'accord et merci d'avoir fait cette mention. Effectivement, Jean-Arnaud de Drezy tout à l'heure soulignait le fait qu'on rentre dans un monde nouveau et ce monde nouveau, il exige de nous des connaissances nouvelles, mais également des modes de gouvernance nouveaux. Aujourd'hui, l'expertise scientifique, ce n'est pas quelque chose qui se décrète, qui tombe d'en haut et qui s'impose à tout le monde. C'est quelque chose qui doit être discuté et qui doit être approprié. Et donc, il y a différents partenaires, chacun a une partie du savoir. Et clairement, aujourd'hui, c'est la façon dont on veut, nous, mener des travaux de recherche, de façon à ce que ça soit interactif et que ça puisse englober les différentes dimensions d'un problème. La ressource en eau, c'est un bien qui est un bien commun et on ne peut pas le gérer uniquement de façon technologique. Il y a aussi tout un aspect social et ça doit intégrer les différents intervenants. Et donc, voilà, ça, c'est pour nous un défi. Donc, à la fois pour le monde de la recherche, mais aussi évidemment, en termes de gouvernance. Christophe me disait, c'est vrai que votre ouverture sur aller vers les autres et partager avec les autres, elle ouvre deux idées. Effectivement, c'est à l'échelle de la Bretagne, continuer à coordonner un peu le partage de ces travaux et le partage des réflexions. Bon, il y a des organismes qui existent, il y a le CRECEB qui fait aussi ce lien-là, il y a le Conseil régional qui peut avoir un rôle aussi de chef de file. Et puis, s'ouvrir aux autres sur la problématique de comment on a accès à l'eau demain dans des situations difficiles en Bretagne. C'est aussi, j'en fais mention parce que c'est peut-être quelque chose qui n'est pas très connu, mais c'est comment aussi aller vers des territoires sur la planète qui, eux, sont encore dans des difficultés beaucoup plus grandes que les nôtres en matière d'accès à l'eau. Et je voulais juste mentionner le travail qu'on conduit avec la Palestine, la ville de Bétounia, en plus sujet d'actualité qui nous tient à cœur en ce moment, où là, on fait un travail dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle la loi Houdin, qui permet aux collectivités de prélever 1% de leurs recettes prélevées sur la facture des abonnés pour l'affecter à l'accompagnement de territoires qui ont des difficultés d'accès à l'eau. Et donc, on a une coopération avec la ville de Bétounia en Palestine pour l'accompagner. Alors, c'est peut-être pas le sujet de la recherche et développement, mais c'est plus des sujets opérationnels, mais sur la structuration d'un réseau d'eau potable, sur des échanges réciproques entre les équipes de la SPL qui ont participé à la formation des équipes des agents de la régie municipale de Bétounia. Et je trouve que c'est intéressant aussi de faire en permanence cet aller-retour entre le local et le global. En fait, on voit bien que tout ça, finalement, ça fait écho à la même démarche. On s'en sortira tous ensemble, mais il n'y aura pas d'un côté les Occidentaux qui s'en sortiront et puis les autres qui seront dans une grande difficulté. Donc voilà, c'est aussi en fait peut-être prendre conscience que la politique de l'eau, ce n'est pas qu'une politique d'ingénieurs et de techniciens. La politique de l'eau, c'est vraiment un sujet politique. Il y a de la recherche et du développement, il y a de la solidarité, il y a des approches de tarification sociale et écologique pour que sur notre territoire, chacun puisse avoir accès à l'eau en fonction de ses ressources, ses revenus. Il y a
le sujet de l'eau potable est un sujet, quelqu'un a utilisé l'expression 360 degrés, mais le sujet de l'eau potable est un vrai sujet politique, ce n'est pas qu'un sujet technique d'ingénieurs et de techniciens. Merci Laurent. Est-ce que nous avons... Est-ce que je peux intervenir? Ouais. Oui, est-ce que le je Président. pourrais intervenir, s'il vous plaît? Oui, merci. Merci pour ces travaux, évidemment, qui sont absolument intéressants et captivants, je dirais même. Moi, j'aurais deux sujets, en fait. Un sujet qui concerne le boisement-déboisement, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. On sait que ça a un effet quand même immédiat sur la capacité d'un territoire à pouvoir capter ou pas capter, conserver ou pas conserver l'eau. Et c'est vrai qu'on a assisté, notamment en Ille-et-Vilaine, depuis une soixantaine d'années, à des travaux très importants en ce qui concerne le déboisement des parcelles, la restructuration des parcelles et le drainage des parcelles. Et donc, ça a évidemment un effet absolument considérable sur la circulation de l'eau dans son milieu naturel, la capacité au milieu naturel à pouvoir retenir ou pas retenir l'eau, en fait, et donc à alimenter les nappes. Et donc, je ne sais pas s'il n'y aurait pas un travail à faire sur justement une modélisation sur le boisement ou le déboisement, quoi, parce que en fait, on sait que ça a un effet quand même assez pertinent, en fait, et c'est comme les zones humides, on en parlait tout à l'heure, effectivement, c'est complètement lié à nos capacités de retenir de l'eau dans notre milieu naturel, quoi, hein. Et ça a aussi un lien par rapport aux précipitations. On sait que c'est difficile de le mesurer, mais c'est un lien par rapport aux précipitations. Et si on a une modification de nos périodes de précipitation, là, on sent bien qu'on a un problème pour alimenter nos ressources en eau. Et là, je pense qu'il y a vraiment un travail de recherche à faire. Alors moi, je suis agriculteur, hein, c'est vrai que ce que je vois dans les graphiques que vous avez donné sur je l'ai ressenti, je sais, je me suis installé dans les années 80, 90, on était dans des périodes, et je peux en témoigner au niveau des parcelles, vous en parliez tout à l'heure, le fait d'intervenir sur les parcelles en hiver et tout ça, avec les problématiques, et on voit bien aujourd'hui le changement qu'il y a eu, on n'est plus du tout dans les mêmes configurations sur le travail, quoi, en fait, en agriculture. Donc, il y a évidemment un lien direct, je pense, avec le boisement. Pour moi, les kilomètres de haies qui ont été arrachés, les kilomètres de talus qui ont été arrachés ont perturbé sans doute nos capacités à retenir de l'eau, à pouvoir alimenter nos réserves et, comme on le dit, alimenter les rivières, en fait. Et le deuxième point, je pense que c'est un point qui est important, alors c'est peut-être pas forcément le thème principal de la recherche, mais c'est aussi la qualité de l'eau dans le milieu récepteur. Et est-ce qu'on va rester encore longtemps, je dirais, silencieux par rapport à tous les problèmes de métabolites, les problèmes de pesticides dans l'eau, quoi, en fait. Et si on continue l'agriculture en Bretagne telle qu'elle est partie, on n'est pas sorti de l'auberge et on aggrave le problème. Et je pense qu'il va falloir qu'on réagisse de façon assez forte vis-à-vis du monde politique. J'en fais partie, je le sais, mais sur les actions à mettre en œuvre pour que l'agriculture ne soit pas un facteur dégradant du milieu naturel et de l'eau, en fait. Voilà ce que je voulais dire. Merci, je pense avoir reconnu la voix et peut-être je m'autorise, Monsieur le Président, à vous présenter en tant que tel, puisque Pascal, vous êtes le président de la SPL du Bassin Rennais. Effectivement, votre expertise sur le monde agricole nous est précieuse. Ce volet qualité est un volet important, effectivement. Alors, je ne veux pas être très compétent pour parler de la notion de reboisement, mais le volet qualitatif, par contre, est une donnée importante parce que demain, on se dit que s'il faut trouver 5 millions de mètres cubes, il faudra aussi trouver 5 millions de mètres cubes potabilisables. Que ce soit pour des problématiques de polluants émergents, hein, sous-produits notamment des phytosanitaires, effectivement, que ce soit sur le volet sanitaire, avec l'impact aussi de certains rejets et la biodégradation de certains rejets de stations d'épuration dans les milieux naturels. On voit qu'effectivement, ce sujet alors le travail était conséquent, on a vraiment axé le travail sur le volet quantitatif tout en se disant bien, effectivement, que ce travail sera complété nécessairement par une approche qualitative qui accompagnera au demeurant d'ailleurs les choix politiques à faire en matière de technologie de traitement.
Je peux en témoigner étant sur le bassin rennais depuis une vingtaine d'années. Dieu merci, le bassin rennais n'a pas tout misé sur le curatif. Le préventif et donc l'action sur les bassins versants a toujours été une vraie politique publique menée très fortement sur le bassin rennais. Néanmoins, en attendant que l'effet préventif donne ses résultats, il est bon aussi d'avoir les moyens de faire du curatif. Donc à ce thème-là, on peut aussi expliquer quand même et exposer le fait que nous disposons, nous, opérateurs, d'un parc d'usines extrêmement moderne avec des technologies qui sont très adaptées à ces problématiques. Mais il est vrai que ce sont des technologies qui coûtent fort cher et que chaque conquête réalisée sur le bassin versant en matière de reconquête de la qualité de l'eau seront autant d'économies que l'on fera sur les coûts de traitement. Et puis, l'usage des coûts de traitement, c'est des réactifs chimiques. Donc là, on boucle la boucle en se disant qu'on n'est pas encore tout à fait comme nos collègues des Alpes qui se permettent de récupérer de l'eau quasiment potable et de la distribuer en tant que telle. La Bretagne est ce qu'elle est, mais ceci étant, on peut aussi positiver quand même en se disant que pour ceux et celles qui étaient en Bretagne il y a 20-25 ans, quand on voit l'évolution des masses d'eau en Bretagne sur certains secteurs, on a eu sur certains secteurs une vraie reconquête de la qualité des eaux et typiquement sur l'un des bassins versants du Couesnon, quand on voit l'effet qu'a eu les politiques de préservation de la ressource, par exemple sur le paramètre nitrate, c'est quelque chose d'extrêmement encourageant. Donc, on va ouvrir une note positive sur le volet. Il faut se soucier du volet qualité, mais c'est déjà quelque chose qui est fait par l'eau du bassin rennais et par l'entité qui précédait depuis quelques décennies. En tout cas, merci de votre prise de parole. Sur le boisement, peut-être, Luc ? Oui, enfin, sur les deux questions. Donc, évidemment, la question qualité, c'est une question qui est extrêmement importante, sur laquelle on a engagé des travaux. D'autres travaux qu'on mène depuis une dizaine d'années amènent des réponses justement sur cette question de l'héritage. Comme le disait Christophe, on est passé par une période extrêmement intensive, un pic dans les années 90, avec un certain héritage qui se transmet. Et donc, notamment pour les agriculteurs, la question, c'est de savoir, mais si je fais des efforts aujourd'hui, quand est-ce qu'on va en voir les résultats dans la rivière? Et donc ça, c'est une question sur laquelle on a vraiment apporté des éléments, y compris récemment des éléments quantitatifs qui montrent que les efforts qui sont faits aujourd'hui, une partie va se refléter dans la rivière très rapidement, en 2-3 ans, et une autre partie va être un peu plus longue. Donc, il y a à la fois un héritage et puis en même temps quelque chose qui dépend vraiment de ce qui se fait aujourd'hui. Et donc, on va aussi travailler, effectivement, il y a un certain nombre de forces sur Rennes pour aborder les questions des polluants émergents, de leur transfert dans le milieu. Et par rapport à la question des boisements, c'est aussi une question qu'on a commencé à aborder dans le cadre de la chaire, où ce qu'on veut, c'est essayer de coupler les modèles qu'on a développés, donc qui permettent d'avoir un reflet du fonctionnement du système réservoir-rivière, avec des modèles sur l'occupation des sols, donc sur les pratiques agricoles, sur la transformation dans un sens ou dans un autre, entre un paysage agricole ou un paysage forestier, de façon à pouvoir vraiment analyser, émettre des scénarios sur les évolutions donc, liées aux pratiques, aux occupations du sol, au type à la quantité de personnes, à leur mode d'utilisation de l'eau, et de faire ça dans le contexte du changement climatique, où on va avoir deux tendances. Et forcément, on ne peut pas à la fois avoir une raréfaction des ressources et des besoins qui sont plus importants pour chaque habitant. Donc, et là-dessus, Laurent le disait tout à l'heure, il y a une vraie question technique et politique sur le fait de changer nos pratiques, nos habitudes, pour aller vers une consommation qui soit le moins importante ou la plus efficace possible. Donc voilà, c'est aussi des choses sur lesquelles on essaie d'intégrer pour apporter des éléments qui vont appuyer la décision politique et la gestion. Ok, merci. Je propose de conclure. Je vous propose de conclure parce que cet atelier touche à sa fin.
Laurent, est-ce que vous voulez dire un petit mot pour… Très rapidement, j'espère qu'on a pu voilà, faire toucher du doigt l'ambition qui est la nôtre. Moi, ce que j'ai aussi noté dans les interventions des personnes qui ont pris la parole, c'est voilà, l'émergence de thématiques de recherche sur la qualité, sur le bocage, la vigilance sur partager dans un réseau le travail que vous faites pour que ça essaime. Donc, c'était aussi tout l'intérêt de cet échange avec les personnes qui nous écoutent. Voilà, je n'ai rien de particulier à ajouter. On est pleinement investi dans la tâche qui est la nôtre. Les élus qui débutent leur mandat souhaitent que la recherche et le développement prennent une ampleur plus importante au sein du bassin rennais et également au sein de Rennes Métropole Assainissement. Donc, je pense que ça va se décliner par des moyens opérationnels et sans doute des programmes de recherche dans les prochaines années. Et donc, ça veut dire sans doute des prochains rendez-vous avec vous pour vous tenir informé des prochaines étapes de ce travail. Merci. Christophe? Pas grand-chose d'autre à rajouter. Remercier la Fondation pour l'organisation de cette prise de parole, parce que ça aussi, dans le monde industriel, on n'est pas forcément très opérant et très organisé pour communiquer finalement sur ce que l'on fait. Donc la Fondation, en nous rapprochant avec le monde de l'université, est aussi un acteur qui permet de partager et de communiquer sur ce que l'on fait. Donc je rejoindrai Laurent, on a tous cette même ambition. Moi, je conclurai en expliquant que l'intérêt de la force publique quand elle se saisit de ces sujets-là, c'est qu'elle y met des moyens qui sont extrêmement appliqués et qui sont extrêmement dédiés au territoire. Donc aujourd'hui, la création de l'opérateur et la création de la structure eau du bassin rennais, avec cette vraiment vision commune que l'on a de la R&D, c'est aussi de faire en sorte que les questions et les travaux qui sont menés par nos universitaires, par nos étudiants, apportent des réponses sur le territoire. Donc ça, c'est une vraie richesse, je pense, du modèle qui a été mis en œuvre et décidé au mandat précédent. Et on ambitionne bien, effectivement, nous, dans un rôle d'opérateur et aux côtés des actionnaires et des élus, mettre à disposition, j'allais dire, un terrain de jeu formidable, parce que je pense qu'on a effectivement un très joli terrain de jeu pour les universitaires. Donc, on sera très disponible au futur pour continuer à travailler avec eux. Et nul doute qu'on reviendra vers vous pour vous donner des résultats encore plus concrets dans un an, quand Renan aura fini sa modélisation. Merci de votre patience et de votre écoute. Je pense, Sophie, qu'on va s'arrêter là pour ce matin. Oui, je vais laisser Luc conclure. Je voulais juste ajouter un mot. Effectivement, on est au cœur de l'ADN de la Fondation Rennin. Vous l'avez bien vu. L'idée, c'est de mailler toutes les problématiques. Et bien évidemment, donc, la pluridisciplinarité, on y croit pleinement et on essaye, enfin, voilà, on a du potentiel énorme sur différents aspects. Donc, on est vraiment un outil pour répondre à toutes ces problématiques. Et effectivement, la diffusion du savoir, ça fait aussi partie des enjeux. Donc, cet atelier, vous l'avez noté, il est enregistré. Et l'idée, c'est d'aller au-delà du cercle universitaire, au-delà du cercle rennais, mais c'est de diffuser effectivement tout ce qui sort de ces échanges au plus grand nombre. Donc, je laisse le mot de la fin à Luc, titulaire de cette chaire Eau et Territoire de la Fondation Rennin, et j'en profite pour remercier tous ceux qui ont témoigné ce matin et vous tous d'avoir participé à cet atelier de l'innovation en attendant le prochain. Luc, merci à toi. Merci. Et donc, je voulais vous remercier tous pour avoir participé et puis donc, aussi bien d'un côté ou de l'autre de la caméra. Je voudrais juste souligner le fait que cette interaction, c'est extrêmement riche. Je pense que c'est riche dans les deux sens. Et pour nous, c'est une véritable boussole sur la façon dont on veut faire de la recherche. Et au-delà, c'est non seulement la question de la recherche, mais le fait que dans un monde nouveau, dans lequel on doit changer nos modes de gouvernance, nos pratiques, eh bien, c'est une manière d'avancer dans cette transition et dans cette façon donc d'être en interaction pour collectivement essayer d'avancer et de répondre aux différentes menaces et aux besoins que nous avons à faire face, auxquels nous avons à faire face dans les 20 ou 30 ans qui viennent.